Dans les années 1950, l'industrie des revêtements synthétiques, qui, d'après Grandview Research, atteindrait d'ici 2022 une valorisation de marché d'environ 150 milliards d'euros par an, n'a pas interdit les méthodes anti-rouille que les forgerons, les armuriers et les charpentiers de marine utilisaient depuis 1000 ans. Elle les a rendus invisibles, pas en les interdisant, en les remplaçant dans les lycées professionnels, dans les quincailleries et dans le vocabulaire de travail de tous ceux qui apprenaient un métier manuel, par des produits qui s'usent, qu'il faut remettre régulièrement et qui arrivent dans des boîtes qu'il faut racheter à chaque saison. Le savoir n'a pas disparu. Il est simplement devenu inaccessible pour ceux qui n'avaient jamais de raison d'aller le chercher. Il existe 5 méthodes, toutes plus anciennes que les États-Unis, certaines plus anciennes que l'imprimerie, qui transforment la rouille, empêchent son retour et scellent le métal durablement à l'échelle moléculaire. Coût total des matériaux, moins de 15 €. Durée de vie cumulée, aussi longue que celle du métal qui se trouve dessous. Il y a une étape dans la deuxième méthode que presque personne ne réussit du premier coup. Non pas parce qu'elle est compliquée, mais parce qu'elle va tellement à l'encontre de l'intuition qu'elle donne l'impression d'être une erreur, même quand on la fait correctement. Cette étape explique pourquoi la plupart des gens qui essaient l'huile de lin cuite sur leurs outils en concluent que ça ne marche tout simplement pas. Quand nous y arriverons, vous comprendrez exactement pourquoi cela échoue chez eux, et pourquoi la solution consiste précisément à faire l'inverse de ce que l'instinct vous pousse à faire. Le coût mondial de la corrosion, selon une étude de 2016 commandée par NACE International, aujourd'hui l'Association for Materials Protection and Performance, s'élève à environ 2300 milliards d'euros par an. Ce chiffre représente 3,4% du produit intérieur brut mondial englouti par le métal qui retourne à son état oxydé naturel. Ce nombre ne traduit pas un échec de la physique. Il traduit un échec dans la transmission du savoir. La physique de la prévention de la rouille n'a pas changé depuis 2000 ans. Si le marché des produits anti-rouille a grossi jusqu'à atteindre plusieurs dizaines de milliards d'euros, c'est précisément parce que, pour la plupart des gens, cette physique reste concrètement hors de portée. On ne bâtit pas un marché mondial des revêtements industriels de 42 milliards d'euros, le chiffre cité par Mordor Intelligence pour ce seul secteur en 2023, sur des méthodes qui coûtent 3 € et durent toute la vie de l'outil. Ce n'est pas un complot, c'est simplement de l'arithmétique. Les Romains maîtrisèrent le phosphate de fer avant même d'avoir un mot pour désigner le phosphore. Pas la chimie, ils n'avaient pas le vocabulaire, mais le résultat. Et au fond, c'est tout ce qui compte quand on doit équiper des légions dans un empire avide de fer. Les forgerons romains appliquaient sur les lames et les outils en fer des acides organiques dilués, notamment des résidus issus de la fermentation des céréales et du vinaigre domestique, dont la teneur en acide phosphorique provient des composés phosphatés naturellement présents dans les cultures céréalières. L'acide phosphorique contenu dans ces solutions réagissait avec l'oxyde de fer à la surface du métal et le transformait. Il ne l'enlevait pas, il le transformait en phosphate de fer, un composé chimiquement stable, physiquement dur, et ancré à la surface du métal sous-jacent, au lieu de simplement reposer dessus. Des historiens et des scientifiques des matériaux qui ont étudié des objets ferreux romains ont mis en évidence des couches superficielles phosphatées sur des outils retrouvés à Herculanum et à Pompéi, compatibles avec un traitement intentionnel, plutôt qu'avec une simple altération du haut temps, comme l'ont montré des articles publiés au début des années 2000 dans le Journal of Archaeological Science sur la chimie de surface du fer romain conservé. Ils ne savaient pas pourquoi cela fonctionnait. Cela fonctionnait quand même. Les armuriers japonais de l'époque d'Edo, qui s'étend de 1603 à 1868, ont mis au point ce que les spécialistes des matériaux reconnaissent aujourd'hui comme un protocole d'oxydation contrôlé pour les métaux ferreux. Ils forçaient dessus la formation d'un oxyde de fer bien précis, la magnétite, Fe 3O4, l'oxyde noir, plutôt que l'hématite rouge, Fe 2O3, que nous appelons la rouille. Ces deux composés sont faits des mêmes éléments, mais dans des proportions différentes et avec des structures cristallines différentes. La différence n'a rien de superficiel. La magnétite n'est pas de la corrosion. C'est une couche passive. Elle scelle la surface contre une oxydation supplémentaire, comme une cicatrice referme une plaie, en occupant les points où les dégâts commenceraient autrement. La méthode de l'époque d'Edo consistait à alterner des cycles de chauffe et des applications d'huile organique, en faisant passer la surface du métal par une séquence oxydative contrôlée qui s'arrêtait sur cette couche passive noire au lieu de continuer vers la couche rouge destructrice. Le résultat, c'est cette finition noire bleutée que l'on voit sur les plus beaux outils japonais anciens, sur les ustensiles de cuisson en fonte de qualité et sur les ferrures traditionnelles des tansu. Ce n'était pas décoratif. C'était de l'ingénierie de surface de précision réalisée sans tableau périodique.
En 1926, James H. Parker a obtenu le brevet américain numéro 1 587 038 pour un procédé de revêtement au phosphate de manganèse que l'armée américaine a ensuite adopté pour protéger les armes à feu pendant toute la Seconde Guerre mondiale et après. Ce procédé, appelé parkerisation, est l'héritier industriel de ce que les forgerons romains avaient découvert empiriquement 2000 ans plus tôt. La chimie de fond est rigoureusement la même dans les deux cas. L'acide phosphorique transforme l'oxyde de fer présent à la surface du métal en une couche cristalline de phosphate de fer ou de manganèse. Cette couche cristalline est microscopiquement poreuse d'une manière que le métal poli nu n'est pas. Et cette porosité microscopique n'est pas une faiblesse structurelle. C'est la caractéristique fonctionnelle essentielle. Elle retient l'huile mécaniquement, physiquement, à l'intérieur du réseau cristallin, au lieu de dépendre d'une simple adhérence en surface. L'intuition de Parker n'a pas été de découvrir cette chimie. Elle a celle été de comprendre que la couche phosphatée et l'huile ne sont pas deux étapes de protection séparées. Elles forment un seul système intégré, et aucune des deux ne remplit complètement sa fonction sans l'autre. L'industrie des revêtements synthétiques, qui a explosé après la Seconde Guerre mondiale, n'avait aucun intérêt économique à transmettre cette méthode. Une conversion au phosphate associée à de l'huile de lin coûte 3 € et, si elle est bien appliquée, tient pendant toute la vie utile de l'objet. Une bombe de peinture anti-rouille coûte 12 €, adhère à la surface par accroche mécanique plutôt que par conversion chimique et commence à faiblir au bout de 2 à 5 ans dans des conditions ordinaires. L'une vous fait revenir acheter régulièrement, l'autre débouche sur une seule discussion expliquant pourquoi vous n'aurez plus jamais besoin de repasser par ce rayon du magasin. Vous avez côtoyé l'acide phosphorique toute votre vie. C'est l'agent acidifiant du Coca-Cola, indiqué noir sur blanc sur l'étiquette sous le nom d'acide phosphorique, présent à hauteur d'environ 0,055% en masse, d'après les données publiées en chimie alimentaire. À cette concentration, c'est lui qui apporte cette pointe vive dans le goût. On le trouve aussi dans n'importe quel magasin de bricolage comme décapant pour béton et dérouillant, en général à des concentrations comprises entre 5 et 15%. Pour traiter le métal, c'est le haut de cette fourchette qu'il vous faut. Le principe reste le même d'une concentration à l'autre. Vous utilisez un acide qui a une affinité chimique précise pour l'oxyde de fer, qui réagit de façon sélective avec la rouille, tout en laissant le fer sous-jacent largement intact, et qui transforme la surface touchée en un composé stable, au lieu d'arracher de la matière comme le ferait un acide minéral plus agressif. Voilà ce qu'il vous faut, et je vais être franc avec vous sur chaque chiffre. Une bouteille de solution d'acide phosphorique, vendue comme nettoyant pour béton ou dérouillant dans n'importe quelle grande surface de bricolage, avec une concentration indiquée entre 10 et 15%, coûte entre 4 et 7 €. Une seule bouteille contient assez de solution pour traiter plusieurs mètres carrés de surface métallique. Vous n'avez pas besoin d'un produit de laboratoire, vous avez besoin de la bouteille du magasin de bricolage. 1 litre d'huile de lin cuite coûte entre 8 et 12 € dans n'importe quel rayon peinture ou quincaillerie, et vous en aurez pour des années d'application. Un bloc de cire d'abeille pure, qu'on trouve au rayon fabrication de bougies, ou travail du cuir dans n'importe quel magasin de loisirs créatifs, coûte entre 4 et 6 €. L'huile de camélia, vendue comme protection pour lames et outils sous des marques comme Tsubaki Oil ou Kure Kiku no Hana, se trouve en ligne entre 8 et 12 € le flacon. Vous en utilisez moins d'1 millilitre par application, ce qui fait de ce flacon une réserve pour plusieurs années. Le suif, c'est-à-dire de la graisse de bœuf fondue, peut être préparé à partir de graisse achetée chez n'importe quel boucher ou au supermarché pour moins de 4 € le kilo, ou acheté déjà prêt, de la laine d'acier très fine, grade 0,000, une source de chaleur, un chalumeau au propane ou le four de la cuisine, des chiffons propres, des gants en nitrile, et c'est vraiment tout. L'erreur se trouve dans la deuxième méthode, pas dans la première. Dans la deuxième, gardez ça en tête. Première méthode, la conversion à l'acide phosphorique. Prenez votre pièce rouillée, n'importe quel métal ferreux, avec n'importe quel niveau de rouille de surface, jusqu'à une corrosion modérée avec piqûre, et appliquez directement la solution d'acide phosphorique sur la rouille, au pinceau, au chiffon ou en la versant. Vous n'êtes pas en train d'enlever la rouille, vous êtes en train de déclencher une réaction chimique. L'acide réagit avec l'oxyde de fer, Fe2O3, le composé rouge, et le transforme en phosphate de fer, FePO4. Le phosphate de fer est gris-noir, physiquement dur et chimiquement inerte dans des conditions atmosphériques normales. La réaction prend entre 10 et 30 minutes selon la concentration de votre solution et l'épaisseur de la couche de rouille. Vous verrez la surface changer de couleur, passer de l'orange-rouge à un gris foncé à mesure que la réaction progresse sur la zone traitée. Quand le changement de couleur est complet et que la surface est uniformément sombre, essuyez avec un chiffon propre et sec. Ne rincez pas à l'eau.
L'eau réintroduit l'environnement oxydant que vous venez tout juste de neutraliser en surface. Si vous voyez un résidu blanc et poudreux, une fois la surface sèche, c'est simplement un excès de sel de phosphate qui ne s'est pas complètement intégré à la couche de surface. Essuyez-le. La couche gris foncé en dessous, c'est votre surface de travail. Elle est chimiquement stable. Elle n'est pas jolie au sens classique du terme, mais elle est prête pour l'étape suivante. Deuxième méthode, l'application à chaud de l'huile de lin cuite. Et c'est là que se trouve l'erreur. L'erreur, c'est d'appliquer l'huile de lin cuite sur un métal froid. Un métal froid ne peut pas absorber l'huile dans ses pores de surface. Les canaux microscopiques et les irrégularités de la surface métallique sont contractés à température ambiante. L'huile appliquée sur un métal froid reste en film à la surface. Ce film de surface ne polymérise pas complètement parce qu'il est trop épais et trop isolé de la masse thermique du métal. Il reste légèrement collant. Il attrape la poussière et les fibres, il ne durcit jamais totalement. La plupart des gens qui ont connu ça en concluent que l'huile de lin cuite est survendue et qu'elle ne tient pas ses promesses. Ils ont raison sur un point, elle ne fonctionne pas comme prévu. Mais ils se trompent sur la raison. Le métal était froid. Chauffez le métal. 60 degrés Celsius au minimum. C'est à partir de ce seuil que les pores de surface s'ouvrent suffisamment pour laisser l'huile pénétrer par capillarité. Un chalumeau au propane amène un outil à main à la bonne température, en moins de 2 minutes. Un four domestique réglé à 150 degrés Celsius pendant 20 minutes convient à tout ce qui peut y entrer. La surface doit être assez chaude pour qu'une goutte d'eau posée dessus s'évapore instantanément au contact. Ensuite, et ici, ce n'est pas un simple conseil, c'est le cœur même du mécanisme physique, appliquez immédiatement de l'huile de lin cuite pendant que le métal est encore chaud, à l'aide d'un chiffon plié, en la pressant contre la surface et en la faisant pénétrer sur chaque face et chaque arête. Puis, essuyez l'excédent. C'est la partie qui semble contre-intuitive. Vous aurez l'impression d'enlever ce que vous venez d'appliquer. En réalité, vous retirez seulement le surplus. La couche recherchée n'est plus visible à la surface ensuite. Ce que vous voulez, c'est la fraction d'huile qui a migré dans le métal chaud et qui polymérise maintenant à l'intérieur même de la matière de surface. L'excédent visible qui stagne à la surface ne sèche pas proprement à température ambiante. Il reste collant, poisseux et attire toutes les saletés. Essuyez-le à chaque fois. Laissez la pièce refroidir complètement, puis chauffez-la de nouveau. Réappliquez une couche fine, essuyez de nouveau l'excédent. 2 couches au minimum pour tout outil de travail. 3 couches pour tout ce qui sera exposé à l'humidité, stocké dehors ou utilisé en milieu mouillé. Pendant le refroidissement de chaque couche, l'acide linolénique contenu dans l'huile de lin en contient environ 52%, d'après les tables classiques de composition en acide gras, subit une polymérisation oxydative. Les doubles liaisons des chaînes d'acide linolénique se réticulent en présence de l'oxygène de l'air, formant un réseau polymère physiquement ancré dans la surface du métal, au lieu d'être simplement déposé dessus. Ce n'est pas un revêtement qu'on peut écailler dans un coin. Il n'y a pas de pellicule à faire sauter. La protection est dans la surface. Méthode 3. Conversion à l'acide phosphorique suivie d'un scellement à l'huile de lin cuite. C'est la version maison du parkérisage et c'est le système le plus durable de cette liste. La couche de conversion phosphatée obtenue avec la méthode 1 est cristalline et poreuse à l'échelle microscopique. Quand vous appliquez de l'huile de lin cuite chaude sur une surface phosphatée complètement stabilisée, l'huile pénètre dans ses pores cristallins et polymérise à l'intérieur. Le résultat est de verrouiller mécaniquement dans les 3 dimensions. Vous ne comptez pas sur l'adhérence d'une interface plane. Vous comptez sur la géométrie, sur des chaînes polymères durcies à l'intérieur de cavités physiques, présentes dans la structure cristalline du phosphate. C'est pour cela que le système au phosphate et à l'huile de Parker a résisté aux conditions de combat, à l'humidité tropicale, à l'exposition au sel et à des décennies de stockage sur les armes militaires. L'huile ne repose pas sur la couche de phosphate. Elle y est bloquée à l'échelle microscopique. Pour la méthode 3, réalisez entièrement la conversion à l'acide phosphorique et laissez la surface se stabiliser complètement. 24 heures au minimum, dans des conditions sèches. Ensuite, passez à l'application chaude de l'huile de lin cuite exactement comme décrit dans la méthode 2. Méthode 4. Finition à la cire d'abeille. C'est de très loin la méthode la plus ancienne de cette liste. La graisse animale fondue, le suif, était utilisée sur les lames en fer, les outils et les éléments d'armure dès l'âge du bronze, dans plusieurs cultures indépendantes. La cire d'abeille donne une finition plus dure et plus stable que le suif. Elle est disponible telle qu'elle, et la méthode d'application est la même. Amenez votre métal à une chaleur modérée, assez chaude pour faire fondre la cire d'abeille au contact, pas au point de la faire fumer. Une température de surface comprise entre 80 et 95 degrés Celsius correspond à la bonne plage de travail. Touchez directement la surface chaude avec un bloc de cire d'abeille.
Elles fondent au contact et se répartissent sur le métal en une couche fine et régulière. Étalez-la sur toute la pièce. Puis, lustrez avec un chiffon épais, tant que le métal est encore tiède, en retirant l'excédent pour ne laisser qu'un film mince et continu. La cire d'abeille présente un angle de contact avec l'eau d'environ 103 degrés, d'après des mesures de chimie de surface publiées dans la revue Langmuir. L'eau perle et glisse au lieu de s'étaler et de rester en surface. Là où l'eau ne peut pas maintenir le contact, la réaction électrochimique qui déclenche l'oxydation ne peut pas se maintenir non plus. La méthode à la cire d'abeille convient surtout aux outils utilisés régulièrement, mais seulement exposés dehors par intermittence, aux outils à main rangés entre deux usages et aux surfaces métalliques souvent manipulées. Une nouvelle application prend 30 secondes. La dureté de la couche de cire durcie lui permet de résister aux manipulations et à une légère abrasion avant qu'un renouvellement soit nécessaire. Méthode 5, l'huile de camélia. Le Tsubaki-yu, pressé à partir des graines de Camellia japonica, est le produit de conservation de référence pour les sabres japonais, les ciseaux à bois et les rabots depuis au moins l'époque de Heian, qui s'étend de 794 à 1185 de notre ère, d'après les archives artisanales conservées par le Musée national de Tokyo. Ici, on n'est pas dans une logique de revêtement, mais de déplacement. Une molécule d'huile de camélia est non polaire et assez peut-être pour déplacer physiquement les molécules d'eau présentes à la surface du métal en occupant les sites de liaison moléculaire où la chimie de l'oxydation démarre. On dépose une seule goutte sur un chiffon non pelucheux, puis on essuie toute la surface. Le film laissé est invisible. Il se mesure en microns, mais il est continu et en prévention de la rouille, tout se joue là. Le moindre manque dans la couverture de surface devient un point d'entrée pour l'humidité et l'oxygène atmosphérique. Un film fin d'huile de camélia correctement appliqué ne présente aucune interruption. Il est physiquement adsorbé sur la surface du métal et reste en place pendant des mois malgré l'humidité ambiante et les variations de température ordinaires entre deux applications. Utilisez cette méthode pour les lames stockées, les outils de mesure de précision, tout ce qui est à conserver dans un étui ou sur un râtelier entre deux usages. Une application tous les 3 à 6 mois. Un flacon dure des années. Maintenant, imaginez ce que cela signifie à grande échelle. Un seul outil à main, une plane, une hachette, un bon jeu de ciseaux à bois d'établi, traité avec la méthode 3 revient à l'équivalent de 4 € de produit, et une après-midi de travail. Cet outil ne rouille pas. Il n'exige pas, au printemps suivant, des produits anti-rouille, ni un manche de rechange parce que la surface s'est dégradée et que l'emmanchement a pris du jeu, ni une mise au rebut parce que la géométrie du tranchant a été rongée par 2 hivers. Vous n'en rachetez pas un neuf. Vous ne retournez pas encore une fois à la quincaillerie. Cet investissement de 4 € dans la chimie de surface retire définitivement cet outil de l'économie du remplacement. Une petite propriété rurale en activité compte au minimum entre 50 et 80 objets en métal ferreux, outils à main, fixation, charnières, crochets, ustensiles de cuisson, accessoires, serre-joints, équerres, ferrures. Les traiter tous sérieusement avec une combinaison des méthodes 2, 4 et 5 coûte moins de 30 € de produit au total et une journée entière de travail. Chacun de ces objets devient, dans la pratique, permanent. Ils sortent entièrement du cycle du remplacement. Ils cessent d'alimenter le chiffre annuel mondial de la corrosion, qui se compte en milliers de milliards. Ce n'est pas un détail. Il y a encore une chose à comprendre sur ce que signifie vraiment la permanence ici. Quelque chose qui met du temps à apparaître. Et cela change votre manière de voir toute cette catégorie de problèmes. On y est presque. À l'échelle d'un atelier complet, le système phosphate plus huile de lin cuite, appliqué une fois puis renouvelé tous les 3 à 5 ans, coûte moins par an qu'une seule bombe de peinture. La peinture en aérosol forme un film de surface cassant. Quand ce film se fend à un angle ou sur une arête usinée, et il se fend toujours aux transitions géométriques, parce qu'un film de surface mince ne survit pas aux concentrations de contraintes dans les angles, l'humidité s'infiltre dessous et déclenche la corrosion dans un milieu fermé, privé d'air, où elle s'accélère plus vite que sur un métal nu non traité. Le système au phosphate n'a pas de film à fissurer. Il n'existe pas d'interface où l'humidité puisse entrer et soulever la protection. La protection est répartie dans le matériau de surface lui-même. À l'échelle d'une propriété rurale entière, portail, ferrure de clôture, châssis de remorque, éléments du réseau d'eau, fixation des dépendances, le système huile de lin cuite et cire d'abeille, appliqué méthodiquement sur une saison, supprimerait pratiquement tous les coûts de remplacement dus à la corrosion pour la décennie suivante. 10 ans de peinture en bombe sur un portail de ferme coûte plus cher en produits et en main-d'œuvre que le portail lui-même à l'achat. 10 ans d'huile de lin cuite et de cire d'abeille coûtent moins de 15 €. Pas de chaîne d'approvisionnement, pas d'abonnement, pas besoin de demander la permission à qui que ce soit pour avoir du métal qui dure.
La limite, si l'on veut être honnête, est simple. Les 5 méthodes sont des systèmes de protection minces. Elles résistent au contact mécanique d'un usage normal, saisir, couper, frapper, manipuler, parce que la protection est dans la surface, ou liée à elle à l'échelle microscopique, et non posée dessus. Elles ne résistent pas indéfiniment à un frottement prolongé contre une autre surface métallique, à un meulage intensif, ni à une immersion longue dans de l'eau stagnante sans renouvellement à terme. Une fourche de jardin laissée les dents en bas dans une argile détrempée pendant toute une saison devra être retraitée. Ces méthodes modifiant le niveau d'attention nécessaire, elles ne suppriment pas tout besoin d'entretien. Au lieu d'exiger un stockage au sec strictement contrôlé pour rester intact, le métal traité demande simplement des conditions raisonnables. C'est une différence concrète, utile, importante, mais ce n'est pas un champ de force permanent contre tous les environnements. Rangez les outils au sec. Essuyez les lames avant de les remettre à leur place. La chimie s'occupe du reste. Une remarque de sécurité compte vraiment ici. L'huile de lin cuite sur un chiffon jeté n'importe comment constitue un risque d'incendie bien documenté. En polymérisant, l'huile dégage de la chaleur par réaction d'oxydation exothermique. Un chiffon roulé en boule ne peut pas dissiper cette chaleur. La température peut monter assez haut pour déclencher une combustion sans la moindre flamme extérieure. Des incendies d'atelier ont été recensés exactement de cette manière. La prévention est simple. Étalez vos chiffons d'application bien à plat, bien ouverts, dehors ou dans un endroit ventilé, jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs et rigides. Des chiffons secs étendus à plat sur une barrière ne présentent pas de danger. Un chiffon humide froissé au fond d'une poubelle, c'est un départ de feu qui attend son moment. Ce qu'on comprend lentement à propos de la permanence, c'est ceci. Chacune des méthodes de cette liste relevait d'un savoir vivant dans des communautés où le métal coûtait réellement cher, où un outil cassé ne signifiait pas un aller-retour à la quincaillerie, mais un recul mesuré en semaines de travail et en ressources rares. Les légions romaines en campagne dans le nord de l'Europe. Les artisans de l'époque d'Edo, travaillant avec des outils transmis de génération en génération. Les maréchaux ferrants du Moyen-Âge, pour qui une enclume ruinée relevait de la catastrophe économique. Ils ne pouvaient peut-être pas se permettre le cycle du remplacement. Ils ont résolu le problème au niveau de la chimie avec ce qu'ils avaient directement sous la main. Acides organiques, huiles cicatives, graisses fondues, cire végétale. Et ils l'ont résolu d'une manière qui est restée valable, concrètement, aussi longtemps que ces pratiques ont été maintenues. L'industrie des revêtements synthétiques n'a pas évincé ce savoir parce qu'il ne fonctionnait pas. Elle l'a évincé parce qu'il était structurellement incompatible avec un modèle fondé sur la consommation. On ne peut pas refaire payer un client pour une solution qu'il possède déjà. La physique n'a pas changé quand le marketing a changé. La lame du légionnaire romain transformée par des acides organiques dilués au 1er siècle de notre ère et l'outil moderne traité avec une solution d'acide phosphorique acheté en rayon de quincaillerie subissent la même électrochimie, la même réaction à la surface du fer, le même composé phosphate stable qui en résulte. 2000 ans et la même réponse, parce que cette réponse est juste, pas traditionnelle. Juste, parfois la tradition ce n'est rien d'autre que de la physique qui a survécu assez longtemps pour devenir de la culture. Commencez avec l'outil que vous avez dans la main, là, maintenant. Celui avec cette rouille de surface que vous regardez depuis 1 an en la tolérant. Une bouteille d'acide phosphorique et 30 minutes, voilà votre point d'entrée dans un système qui attendait intact depuis tout ce temps que vous le découvriez.